Vous écoutez Radio Lomé, il est 19h. Le journal Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de cette édition du soir, ce 19 octobre 2023 marque les 13 ans d'intégration du Togo comme pays candidat à la norme ITIE, une ambition voulue par le chef de l'État-fort Essaoghna Gnassingbé pour plus de transparence dans les industries extractives au Togo. Lomé Peace and Security Forum, une rencontre internationale pour la paix et la stabilité en Afrique. Ce rendez-vous s'ouvre ce vendredi à Lomé. De nouvelles stratégies dans la lutte contre l'insécurité maritime. Elles ont été appliquées lors des exercices ce jeudi au large des côtes togolaises. Et puis sport football féminin, elles ont amélioré leurs connaissances dans la gestion des compétitions. 16 femmes africaines sont accréditées par la CAF à l'issue d'une formation au Maroc. Radiolomé.tg. Encore une fois, bonsoir. Lundi dernier s'est tenu à Abu Dhabi le sommet des leaders mondiaux sur l'investissement. Le chef de l'État-fort Essaoghna Gnassingbé, invité d'honneur à cette rencontre, a partagé avec ses pairs et le monde des affaires sa vision d'un État stratège qui permettra de relever les défis du développement durable et la consolidation de la résilience des populations. Voici un extrait de l'intervention du chef de l'État-fort Essaoghna Gnassingbé à ce sommet. Le cœur de mon propos aujourd'hui concerne le moyen terme et le rôle de l'État que j'appellerai stratège. C'est le travail de fond sur le rôle de l'État qui, à l'horizon 2030, nous permettra de pleinement réaliser les ambitions d'investissement qu'incarnent les partenariats publics-privés. C'est cette vision de long terme qui a permis l'avènement d'un partenariat fructueux avec le secteur privé pour le développement d'une plateforme industrielle dans la banlieue de Lomé, la capitale. En marge de ce sommet, le président de la République a échangé avec le président de l'Association mondiale des unités de partenariat public-privé, Ziad Alexandre Hayek, intéressé par le Togo. Les échanges ont porté sur les projets d'infrastructure. Ziad Alexandre Hayek à sa sortie d'audience avec le chef de l'État. On a discuté avec Monsieur le Président de projets d'infrastructures futures au Togo et comment le secteur privé pourrait y participer, les investisseurs mondiaux. Et aussi, on a parlé de l'AWAP, l'Association mondiale des unités de PPP, dont je suis président. Et comment est-ce que l'AWAP peut travailler, peut aider le Togo à faire avancer ces projets. Nous vous l'annoncions en titre, 19 octobre 2010, 19 octobre 2023. Cela fait 13 ans que le conseil d'administration de l'ITIE international a admis le Togo comme pays candidat à la norme ITIE. Cela signifie l'adhésion du Togo voulue par le chef de l'État à l'ITIE international. Cela répond à l'ambition de Fort Essaoghna Gnassingbé de mettre plus de transparence dans les industries extractives opérant au Togo. Les organes mis en place par le Togo avec Didier Kokou Agbemadon, coordonnateur national de l'ITIE Togo. Il est au micro de David Tchakbera. L'ITIE a été créé par le gouvernement en 2010 et déjà le 19 octobre 2010, le conseil d'administration de l'ITIE a déclaré le Togo comme pays candidat à la norme ITIE. Donc avant l'admission du Togo à l'ITIE, le gouvernement avait mis en place les organes de mise en œuvre qui sont le Conseil national de supervision présidé par le Premier ministre, le comité de pilotage présidé par le ministre des Mines et il y a le secrétariat technique qui est dirigé par le coordonnateur national. Didier Kokou Agbemadon revient sur la mission de l'ITIE Togo.
L'ITIE est chargé de tracer les revenus de l'État issus de l'exploitation des ressources minérales. Mais il faut se faire que la mise en œuvre est faite en conformité avec les exigences de la norme. Et en ce qui concerne les déclarations de façon transparente des paiements des entreprises et les déclarations de façon transparente aussi des régies financières de l'État et d'autres administrations publiques, même des communes. Et à la fin de chaque année, ces déclarations sont collectées et réconciliées pour avoir une idée sur l'implication du secteur extractif et la contribution effective du secteur extractif à l'économie du pays et dans le développement des localités minières. Et enfin, les défis à relever face aux exigences de la norme ITIE relevées par Didier Kokou Agbemadon, coordonnateur national de l'ITIE Togo. Les défis sont grands. Cela a permis au gouvernement d'apprécier un peu la redevabilité dans les régies financières de l'État. En outre, le gouvernement a pris une loi pour que, ensemble, les communautés, les entreprises et la société civile se mettent ensemble pour réfléchir sur le développement local et régional des localités hautes. Cela aussi a été institué par une loi sur la contribution obligatoire des entreprises extractives. Et l'autre défi, cela permet à l'État d'entreprendre des réformes pour la visibilité des régies financières de l'État et aussi pour la visibilité de l'administration chargée des mines, de l'eau et des hydrocarbures. Le Togo prépare actuellement sa validation par rapport à la mise en œuvre de l'ITIE. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La première édition du Lomé Peace and Security Forum s'ouvre ce vendredi à Lomé. Initiative du chef de l'État-fort Essose Nsingbe, cet événement vient renforcer l'engagement du Togo à travailler avec les autres États du continent, les organisations d'intégration régionale, l'Union africaine, les Nations unies et tous les autres partenaires pour préserver la paix et la stabilité sur le continent. Les aspirations du Togo avec Hélène Assabi. L'engagement du Togo en faveur de la paix et de la stabilité en Afrique est connu de tous. Hier comme aujourd'hui, la diplomatie togolaise a œuvré en faveur de ces deux pôles essentiels et en a fait son cheval de bataille. Cet engagement est ancré dans la conviction que la paix et la stabilité demeurent les aspirations profondes et perpétuelles de l'humanité dans un monde de plus en plus violent et instable. Face aux nouveaux défis sécuritaires et aux risques d'instabilité, la dynamique ne peut être celle de l'inaction. La proactivité du Togo sur les questions de paix et de sécurité répond non seulement à l'impératif d'agir en cas de besoin, mais s'inscrit également dans la dynamique des initiatives au niveau continental pour la consolidation de la stabilité et de la résilience collective. L'Afrique doit œuvrer pour sa propre stabilité et le Togo entend en apporter sa contribution. En lançant Lomé Peace and Security Forum, le gouvernement togolais, conformément à la vision du chef de l'État fort Essose Nsingbe, initie un nouveau cadre africain d'échange, de discussion et de partage d'expériences sur la paix, la sécurité et l'avenir en Afrique. Cette première édition, dont le thème est « Comment renforcer les transitions politiques vers une gouvernance démocratique en Afrique » est une occasion pour les participants issus du continent et d'ailleurs de développer un nouveau prisme de compréhension et d'appréhension des transitions politiques en tenant compte du contexte sécuritaire et des défis liés au renforcement de la gouvernance démocratique en Afrique. Hélène Assabi, sécurité sur la mer à présent. Ils repartent avec des techniques modernes de lutte contre l'insécurité sur les mers et océans. Les experts de la marine du golfe de Guinée ont acquis de nouvelles expériences ce jeudi lors des exercices de simulation sur la haute mer. La description de ce scénario de lutte contre la piraterie maritime avec Théophile Dandako.
Il s'agit d'un pétrolier MT Balvenie battant pavillon panaméen qui avait demandé et reçu l'autorisation de faire une opération de bunkering avec un autre navire dans les eaux togolaises. Mais le centre des opérations de la Marine nationale a constaté aux environs de 7 heures ce jeudi que le navire a subitement changé de cap. Devant de vains efforts de contacter le pétrolier, le commandant de la Marine nationale a dépêché une équipe, le PHM Agou. À l'aide de jumelles ou longue vue, le pétrolier a été identifié avec des personnes cagoulées menaçantes. Vers 8 heures, le centre des opérations reçoit un appel du directeur de l'agence de consignation du navire signalant que les pirates sont montés à bord. Les membres de l'équipage ont réussi à se réfugier dans la citadelle du bateau. Les commandos de la Marine nationale reçoivent alors la mission d'effectuer un assaut de vive force appuyé par l'aéronef Gazelle de l'armée de l'air. Une fois à la base d'assaut devant la porte de la passerelle, les commandos y font irruption et neutralisent les pirates. À la fin de cette opération Grand African Nemo 2023, Théophile Dandako a recueilli les réactions. D'abord, amiral Jean-François Perrage, commandant de la zone maritime de l'Atlantique, également préfet maritime en France. Nous en sommes à la 7e édition de l'exercice Grand African Nemo. L'objectif annuel de cet exercice, c'est de rassembler tous les acteurs du monde maritime du Golfe de Guinée, d'être capable de partager nos informations. Cet exercice dépasse le cadre de la coopération entre marines, puisqu'on l'a bien vu dans beaucoup de scénarios. On a été jusqu'à tester des organisations nationales, des États, par exemple dans la lutte contre les pollutions marines. Donner une opportunité de tester finalement toutes les organisations internes des États. Suivons ensuite contre-amiral Abdou Séné, chef d'état-major de la marine sénégalaise. Grand Nemo Africa est un exercice qui permet effectivement d'atteindre ces objectifs. Parce que dans ce cadre, il a été mis en place ce qu'on appelle Sirène. Et Sirène est une initiative qui permet de renforcer les capacités de nos officiers dans le domaine de l'action de l'État en mer. L'économie bleue devient de plus en plus prépondérante. Je disais au Sénégal que avec l'exploitation du pétrole et du gaz offshore, il y a un déplacement progressif du continent vers la mer. Et je pense que ce rassemblement-là, il y a plus de 20 pays, 25 pays d'ailleurs, et observateurs venant de la région du Golfe de Guinée, des organisations régionales et même des partenaires internationaux, est un forum extraordinaire pour pouvoir discuter des problématiques de sécurité maritime et de sûreté maritime et même de lutte anti-pollution. L'édition 2023 du Grand African Nemo a pris fin avec une satisfaction de tous les acteurs venus de 12 pays du Golfe de Guinée. On parle également sécurité dans le domaine informatique. La Mauritanie est venue à bout de 11 pays de la CEDEAO qui ont compéti à Lomé. Dénommée Acton 2023, cette deuxième édition vise à détecter des talents pour mieux protéger les données informatiques en Afrique occidentale. Hervé Segbono. Les 4 lauréats mauritaniens se sont réveillés au beau milieu de la compétition. Sidia Abdelahi, capitaine, dévoile le secret. Notre stratégie était simple. On était concentré sur les défis difficiles avec le maximum de points. C'est une stratégie, j'espère, ça marche. Maintenant, nous sommes les premiers. Au début de ce concours, les talents togolais prenaient le devant. Mais ils n'ont pas pu tenir le cap jusqu'au bout. Ils occupent la 5e place. Onyaglo Sergio, capitaine. On était 3, donc on devait être 4. Notre 4e n'était pas revenu. Il y a aussi la fatigue. On a fait 2 jours d'affilée sans sommeil. Prochainement, on fera l'effort pour que le pays hôte soit dans le top. Les 43 participants ont présenté un niveau de compétition appréciable, une bonne opportunité pour la CEDEAO. Bota Gwaliba, directeur général de ANSSI, Agence nationale de la cybersécurité. Avec ce niveau de compétence que ces jeunes de la CEDEAO commencent à acquérir, nous allons les aider à s'organiser, voyez, et quelque part, c'est des employés pour les entreprises de cybersécurité. De divers prix ont été remis aux participants de Arcton 2023. La Mauritanie première empoche $10,000, soit 4 500 000 francs CFA plus 4 ordinateurs. Le Bénin deuxième reçoit $8,000, soit 3 600 000 francs CFA, et le Nigeria troisième gagne $3,000, soit 2 700 000 francs CFA. Chaque participant repart à la maison avec $1,000, soit 450 000 francs CFA. La 6e édition de la Semaine africaine de microfinance s'est poursuivie ce jeudi avec la foire des investisseurs. Hier, mercredi, c'était la clôture des travaux en session. 3 jours de partage d'expériences sur la finance inclusive. Compte rendu Solem Lemon.
Les résultats issus de ces travaux donnent désormais de la matière au gouvernement pour accélérer leur politique axée sur la finance inclusive. Yombo Odanou, président du conseil d'administration du réseau africain des microfinances. L'intérêt que vous avez porté aux différents thèmes et la qualité de vos interventions a été à la hauteur des attentes. Nous pouvons nous réjouir que les résultats sont à la hauteur de nos attentes. Je voudrais particulièrement adresser ma gratitude à ADA. ADA, Appui au développement autonome, qui non seulement utilise la finance inclusive pour renforcer l'autonomie des populations vulnérables afin d'améliorer leurs conditions de vie, mais aussi pour leur franche collaboration avec le réseau MEN. Toutes choses qui nous permettent d'envisager le futur avec grandeur et optimisme. Cette 6e édition organisée au Togo est une réussite, selon Laura Fauchi, directrice exécutive de l'appui au développement autonome ADA. C'est un vrai franc succès, pas seulement pour la taille qu'on a atteint, mais surtout pour la richesse des discussions et la diversité des participants. Aujourd'hui, on a plus de 1000 participants, on a des investisseurs, on a des régulateurs, on a pour la première fois aussi organisé une table ronde des régulateurs. Donc on a vraiment toute la typologie d'acteurs qui peuvent être intéressés à contribuer à la réussite de ce secteur. Des expositions des institutions de microfinance se déroulent dans les stands dressés pour la circonstance. La suite de cette édition, elles sont abondantes ces temps-ci et font plus de mal que de bien. Les pluies qui tombent en cette saison provoquent des inondations. Ces eaux de pluie qui provoquent des inondations peuvent être canalisées pour usage par les producteurs agricoles en saison sèche. Plusieurs mécanismes d'irrigation sont possibles avec la rétention des eaux de pluie ou de rivière. Et Ougan Kofi Difa, du Centre africain de développement des technologies agroécologiques, porte son expérience. Chez nous, nous avons 3 sortes d'irrigation. Nous avons l'irrigation avec les bandes perforées, nous avons l'irrigation goutte à goutte et puis nous avons l'irrigation par aspersion. Pour ceux qui sont au bord des rivières ou qui sont proches des sources d'eau intarissables comme les rivières, vous ne pouvez pas aller avec des systèmes lents comme le goutte à goutte. Vous devez aller avec des systèmes plus sophistiqués comme les bandes perforées ou les tourniquets. Mais lorsque vous êtes dans un domaine où l'eau se fait rare, impérativement il va falloir investir dans le goutte à goutte. L'essentiel c'est d'aller à petits coups pour pouvoir quand même résoudre le problème. On ne peut pas le faire de manière immédiate, mais il faut investir dans ce mécanisme d'irrigation d'eau et dans la petite mécanisation pour permettre aux producteurs de travailler au mieux. Ces techniques d'irrigation peuvent aider les agriculteurs en cette période de forte pluie qui font face à certaines difficultés. Des conseils pour les producteurs dans ce dossier d'Edmond Sogba. Le nord du Togo, faut-il le rappeler, est caractérisé par 2 grandes saisons. Actuellement, nous sommes en période des récoltes et nous assistons à une pluviométrie continuelle. Les producteurs se plaignent de cette situation inhabituelle, comme le souligne Joseph Tigibé, producteur de pommes de terre bio et céréales d'Apon. Avec des pluies, c'est des soucis. Bon, c'est un phénomène naturel, la pluie. C'est pas quelque chose qu'on peut remédier cette situation, à moins qu'on ne trouve des moyens de récolte, sinon la pluie, on ne peut pas trouver une solution pour qu'il ne pleut pas. Donc, c'est ça. Pour Badalaki Dadja, chef agence Ikata Soli de la région de la Kara, cette situation a des incidences sur les cultures. La poursuite de la pluviométrie entrave un tout petit peu les récoltes au niveau du maïs. Au niveau du soja, également, c'est la même situation, puisque le soja, dans certaines préfectures, à l'instar de la Kéran, de Dangpen et la Bina et aussi de Doufelbou, certaines cultures de soja sont déjà à maturité et les gens récoltent déjà. Cette situation est aussi visible au niveau du niébé. Pour ceux qui ont semé plus tôt, le niébé noircit déjà dans les champs. Pour ceux qui ont semé plus tard, l'intensité des pluies fait en sorte que les fleurs chutent. Pour mieux gérer cette période de récolte, Nkoyimpo, chef division climatologie et gestionnaire de la base de données à l'Agence nationale de la météorologie, donne la directive à suivre aux producteurs. À l'Agence nationale de la météorologie, il y a des prévisions quotidiennes qui se font. Des prévisions de 24 heures, des prévisions de 72 heures, voire des prévisions de 5 jours. Il y a également des prévisions sous-saisonnières qui se font.
Donc c'est le lieu d'exhorter la population à s'approprier de ces informations dans le but de pouvoir se situer en ce qui concerne des périodes sèches et de planifier leur récolte. Pour une saison réussie, il est important que les producteurs restent attentifs aux prévisions météorologiques pour éviter toute perte de culture. Edmond Sogba et ses producteurs jouent un rôle important durant ce mois du consommé local. Le ministère en charge du commerce poursuit ses actions de promotion des produits locaux de qualité. Une délégation a visité 2 structures de contrôle et de transformation des produits agricoles. Compte rendu, Laure Ngani, Clarisse Tambité. La délégation conduite par la directrice de la consommation locale Dovon Kafu s'est respectivement rendue à l'Institut togolais de recherche agronomique, ITRA, et à la Haute Autorité de la qualité et de l'environnement, HOC. À l'ITRA, les échanges ont porté sur les prestations et mécanismes pour des avancées des résultats de recherche. Chantal Goto, directrice des laboratoires à l'ITRA. Nous faisons partie de l'infrastructure qualité du pays et nous travaillons depuis des années sur les certificats de salubrité, l'accompagnement des producteurs locaux en matière de qualité de toutes les denrées agricoles transformées ou non. Donc, en ce mois de consommé local, c'est très bien que l'ITRA faisant partie de cet environnement qualité, nous avons reçu la visite du ministère du Commerce qui a le lead de cette activité pour regarder un peu ce qui est mis en place ici à l'ITRA et ce que nous avons fait depuis des années pour accompagner les producteurs et les transformateurs dans ce sens-là. La garantie de la qualité des produits a été au centre des discussions entre la délégation ministérielle et le personnel de la Haute Autorité de la qualité et de l'environnement, HOC. Son président, Boutré Arzouma Lare, se prononce. Nous avons besoin de consommer les produits de qualité au niveau national. C'est dans ce sens-là même que le gouvernement a chargé la HOC de faire le projet qu'on appelle l'initiative pour la certification d'une 50aine de produits. Nous avons également un autre projet que nous appelons le projet traçabilité qui a été élaboré aussi en 2020 pour prendre en compte un certain nombre de paramètres et de facteurs. Et ça aussi, ça permet aux opérateurs économiques de rendre leurs produits aussi conformes à certaines exigences normatives nationales, régionales, internationales. La démarche participe à l'amélioration des diverses actions menées par le gouvernement pour booster la production, la transformation et la consommation des produits locaux de qualité. Clarisse Tombité. Santé à présent, le 19 octobre de chaque année est la journée internationale de sensibilisation sur le cancer du sein. La raison, cette affection est le plus récurrent des cancers, surtout chez les femmes. Sur 100 personnes, 16 femmes en souffrent et la prévalence s'augmente au fil des années. Alice Berthe Barandao nous parle de l'importance de la sensibilisation. Une plus grande sensibilisation à l'importance de la mammographie et à l'amélioration des méthodes de dépistage font en sorte que le cancer du sein est détecté plus tôt chez un nombre grandissant de personnes, souvent avant même que des symptômes apparaissent. Depuis que le taux de mortalité dû au cancer du sein a atteint un sommet chez les femmes en 1986, on estime qu'il a diminué de 48%. Cette détection précoce augmente les chances de réussite du traitement. Grâce au progrès de la recherche sur le cancer, les personnes touchées par le cancer du sein bénéficient de meilleures options pour traiter et gérer la maladie. On estime qu'une femme sur 8 sera atteinte d'un cancer du sein au cours de sa vie. C'est la principale raison pour laquelle les femmes doivent se soumettre à un dépistage régulier. Selon l'OMS, il est possible de réduire la prévalence du cancer du sein en mettant en œuvre des stratégies fondées en matière de prévention, de dépistage, de détection précoce et de traitement, mais aussi en améliorant l'accès aux soins palliatifs. Et puis, pour notre propre santé, femmes, aimons épargner des sous pour réaliser une mammographie des seins une fois l'an que d'entasser des pagnes qu'on n'arrive même pas tous à les porter. Homme, le plus beau cadeau à offrir à une femme, surtout en ce mois d'octobre, c'est lui donner des opportunités de procéder à quelques analyses des seins.
Merci à vous, Alice Berthe Barandao. En sport, 16 instructrices d'élite football se sont réunies dans la capitale marocaine sous l'égide de la CAF pour se perfectionner et affiner leurs connaissances en tant qu'instructrices accréditées par la CAF. Au début du mois d'octobre et durant une semaine, les cours se sont tenus au complexe de football Mohamed VI à Rabat. Cet atelier entre dans le cadre de l'engagement de la CAF pour le développement du football féminin sur le continent. Et pour terminer, l'information insolite, au Kenya, un jeune homme a été interpellé après avoir usurpé l'identité d'un véritable avocat. Sans diplôme de droit ni compétence, il a pourtant plaidé avec brio dans les tribunaux. Le faux avocat a bien défendu ses clients sans jamais faillir. Il a plaidé dans 26 affaires et les a toutes remportées. D'après les autorités judiciaires, il aurait utilisé le profil d'un dénommé Brian Mwenda Ntinga. Ce dernier est en revanche bien inscrit à la Law Society of Kenya. Son cas ne serait pas isolé dans le pays qui voit le nombre de personnes non qualifiées se faire passer pour des avocats augmenter. Madame, Messieurs, voilà, ainsi se referme cette édition un peu longue. Merci de l'aimable écoute. Voici le rappel des grandes lignes abordées dans ce journal. Ce 19 octobre 2023 marque les 13 ans d'intégration du Togo comme pays candidat à la norme ITIE. Une ambition voulue par le chef de l'État-fort et Satimanian Sibé pour plus de transparence dans les industries extractives au Togo. Lomé Peace and Security Forum, une rencontre internationale pour la paix et la stabilité en Afrique. Ce rendez-vous s'ouvre ce vendredi à Lomé. Et puis de nouvelles stratégies dans la lutte contre l'insécurité maritime. Elles ont été appliquées lors des exercices ce jeudi au large des côtes togolaises. Excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg